Ce soir à l'émission, Pablo Rodriguez fait campagne dans la région. Il y a des projets qui sont prêts au niveau des écoles, au niveau de la santé. Faisons-le maintenant. Et on plonge dans le patrimoine irlandais à Saint-Colomban. They were seeking refuge and opportunities. En entrevue, je reçois Nadia Joly et Frédéric Wallet à propos de la série balado « T'engages-tu ». On peut parler aux employeurs, on peut parler aussi aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Enfin, le préventionniste enquêteur Éric Huard nous parle de deux outils essentiels à la sécurité routière et aux enquêtes policières. Ça jouait sur le travail des enquêtes, sur la sécurité des policiers. Bienvenue à Accès local. Mardi 11 mars 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Vendredi dernier, Pablo Rodriguez, qui est un des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec, était de passage dans la région. Vous êtes allé à sa rencontre. Oui, Claude, on entend parler depuis longtemps de cette course à la chefferie du PLQ, mais elle est officiellement lancée depuis le 13 janvier dernier. Les deux candidats confirmés par le comité électoral sont Charles Milliard, ancien président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et Pablo Rodriguez, donc ancien ministre au fédéral sous le gouvernement de Justin Trudeau. L'avocat Marc Bélanger est aussi en lice pour le moment, ainsi que Mario Roy, agriculteur. L'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, a été dans la course jusqu'à il y a un mois quand le PLQ a jugé sa candidature incomplète due à des irrégularités dans ses documents fiscaux. En ce moment, c'est Marc Tanguay qui assure la direction intérimaire du Parti libéral depuis novembre 2022, suite à la démission de la dernière chef Dominique Anglade après une défaite assez cuisante du parti aux élections provinciales de la même année. Bon, et qu'est-ce que M. Rodriguez est venu faire dans la région? Il était là pour rencontrer des partisans libéraux, des citoyens ainsi que les acteurs économiques de la région. Il a visité la cabane à sucre Bouvrette à Saint-Jérôme, la fromagerie Mirabelle, a rencontré des membres du Parti libéral ainsi que des membres de la Chambre de commerce de la Rivière-du-Nord. Il était là pour discuter des tarifs, bien entendu, le fameux sujet de l'heure. Au-delà de l'aide aux PME et de la diversification des marchés, M. Rodriguez a d'autres idées qu'il juge constructives qu'il aimerait partager avec le premier ministre François Legault. On peut l'écouter. En fonction de l'impact des tarifs, on va pouvoir avoir des programmes ciblés pour maintenir nos employés au travail ou sinon donner une formation pour les qualifier ou les requalifier. Et puis, s'il y a des conséquences qui sont majeures sur le travail, mettre en chantier des projets d'infrastructure, des choses qu'on a besoin. Là. Pas des projets à long terme. Là. Il y a des projets qui sont prêts au niveau des écoles, au niveau de la santé. Faisons-le maintenant. Et M. Rodriguez est favori présentement dans la course. Oui, selon le dernier sondage léger effectué en février, M. Rodriguez récolte les faveurs du grand public ainsi que des électeurs libéraux, assez loin devant les autres candidats. Il a l'avantage d'être connu du public, justement. Il a été ministre du patrimoine de 2021 à 2023 et a repris durant un an le ministère des Transports sous le gouvernement de Justin Trudeau, en plus d'être lieutenant du Québec. Selon lui, cette expérience le rend un candidat idéal pour le poste de chef du PLQ. On peut l'écouter. J'ai négocié avec l'entourage de Trump. J'ai représenté le Québec, le Canada dans des forums internationaux. J'ai négocié dans le G7. Alors, il y a une expérience réelle. Je sais comment fonctionne la machine du gouvernement. Alors, expérience. 2, capacité de rassembler. Plus que jamais, je dirais, on doit être unis. Et je pense que trop souvent, le gouvernement du Québec actuel divise plutôt que unir. Et pour moi, le travail principal d'un premier ministre, c'est pas de diviser, mais d'unir les Québécois. Et est-ce que le parti est aussi populaire au Québec que son aspirant-chef? Alors, dans les intentions de vote général, le Parti libéral du Québec est remonté en deuxième position, ex-aequo avec la CAQ à 21 %, tous deux derrière le Parti québécois qui mène avec 30 % des intentions de vote. Je dis que le PLQ est remonté dans les sondages, eh bien, c'est parce que l'année dernière, il était plutôt à 15 % dans les intentions de vote, donc ça reste quand même beaucoup moins que ça a déjà été. On écoute une dernière fois M. Rodriguez. Il y a beaucoup de défis à travers le Québec et c'est l'une des choses qui est une priorité pour moi, c'est-à-dire de rencontrer les militants partout à travers le Québec. C'est ce que je fais ici aujourd'hui et de parler aux militants, de leur dire c'est possible, on peut gagner la prochaine élection. Ça, c'est la première chose. Le premier défi, c'est qu'on y croit nous-mêmes et qu'on soit contagieux envers les autres et qu'on rebâtisse le parti et ce qu'on est en train de faire d'ailleurs.
Et quand est-ce que ça se termine, cette course? Le 14 juin, au congrès de la chefferie du PLQ à Québec. D'ici là, les candidats débattront à 6 occasions. La première, ce sera le 27 avril à Gatineau. Reste à voir si les autres candidats de la direction seront de passage dans les Basses-Laurentides. On suivra ça de notre côté. Et quant aux prochaines élections provinciales, elles auront lieu le 5 octobre 2026. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de patrimoine irlandais. À plus tard, Claude. La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, en collaboration avec la ville de Mirabel et le regroupement des chambres de commerce des Laurentides, annonce la 5e édition de l'événement EXP. Cette journée qui aborde la santé psychologique en affaires réunira les chefs d'entreprise, gestionnaires, travailleurs autonomes et employés le mardi 18 mars au complexe Val d'Espoir à Mirabel. L'événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Loisirs Laurentides annonce l'ouverture d'une période de mise en candidature pour les prix bénévoles de l'année. Ces prix s'adressent à des résidents des Laurentides qui se sont démarqués par leurs actions bénévoles dans le milieu du loisir. Une remise des prix aura lieu du 27 avril au 3 mai prochain dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Loisirs Laurentides est aussi à la recherche de candidatures pour le prix Hommage Henri de Carnel qui sera remis au 22e gala annuel du Fonds de l'athlète des Laurentides le 25 mai prochain. Intégration Travail Laurentide relance sa série de balados intitulée « T'engages-tu ?», en ajoutant 10 nouveaux épisodes, toujours animés par Guylaine Gay. Pour en parler, je reçois Nadia Joly, coordonnatrice des communications, et Frédéric Wallet, conseillère en emploi au sein de l'organisme. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Madame Wallet. Vous aviez produit une première série de 12 épisodes qui portait sur l'inclusion des personnes autistes sur le marché du travail. De quoi sera faite, ou de quoi est faite, parce qu'elle est déjà en ligne, de quoi est faite la deuxième saison? La deuxième saison, en fait, c'est le même principe au niveau de l'employabilité, mais cette fois-ci, on parle des personnes qui vivent avec un enjeu de santé mentale. D'accord. Et pourquoi ça s'appelle « T'engages-tu » ? Il y a un double sens, là. Oui, il y a un double sens, mais c'est en fait, on laisse la place aux gens de trouver leur propre définition à travers ça, mais c'est « T'engages-tu » ? On peut parler aux employeurs, on peut parler aussi aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Est-ce que tu t'engages dans ta recherche d'emploi? Donc, ça laisse place à l'imagination. Voilà. Et quel est le grand objectif de l'exercice, Madame Joly? C'est de sensibiliser et informer les différentes clientèles à qui ça s'adresse, donc les employeurs, beaucoup pour répondre à un besoin de main-d'œuvre, mais aussi aux gens qui vivent avec des enjeux de santé mentale pour les informer des différents services qui s'offrent à eux ou des différentes options. Ça s'adresse aussi aux proches, donc les intervenants, les parents, les enseignants aussi, des gens qui vivent avec des enjeux de santé mentale pour les sensibiliser puis les informer à cette réalité-là. 10 épisodes, j'imagine que c'est 10 thèmes différents. Quels sont-ils, les thèmes qu'on aborde? On aborde plusieurs sujets. Le premier épisode, on demeure un peu dans la même lignée que dans la saison 1. C'est Guylaine qui accueille cette fois-ci son conjoint. Dans la première saison, c'était son fils Léo, qui est une personne autiste. Et cette fois-ci, c'est Steve, qui est une personne qui vit avec un diagnostic de bipolarité. Donc, on parle de bipolarité, on parle de plusieurs troubles, dont l'anxiété, trouble d'anxiété généralisée, le trouble de personnalité limite. On a aussi, dans un des épisodes qui est sorti aujourd'hui, un psychiatre qui vient nous parler plus largement des troubles en santé mentale. Aussi, de parler de santé mentale parce qu'on trouve ça important d'en parler parce qu'on parle beaucoup de santé physique, mais il faut pas négliger notre santé mentale. On en a tous une. Donc, à travers les 10 épisodes, on aborde plusieurs thèmes comme ça. Oui, et puis la grande mission d'intégration au travail Laurentide, c'est de démontrer que les personnes avec qui vous travaillez peuvent être d'excellentes employés aussi. Exactement. Oui. Bon, moi, j'aime beaucoup savoir comment les choses sont faites. Je sais que vous avez travaillé à la conception, à l'élaboration de ces balados-là, incluant là, la saison de l'année dernière. Moi, j'aimerais savoir si ce qu'on entend là, si c'est exactement conforme à ce qui était sur papier dès le départ ou si cette chose-là a évolué au fur et à mesure qu'on la faisait. C'est une question vraiment intéressante parce que, évidemment, quand on conçoit, on travaille premièrement avec des grandes équipes, là, avec des équipes de professionnels. Évidemment, on fait pas ça tout seul. On travaille avec Phonic, qui est l'équipe de réalisation là, du balado. Donc, un réalisateur puis un directeur artistique là, qui s'est déplacé, qui a déplacé son studio mobile pour faire les enregistrements. On a fait quelques enregistrements en studio aussi dans leur nouveau studio à Laval. Et il nous coach aussi, là, il nous guide un peu dans l'élaboration des
en fait des questions. Nous, on élabore plutôt les thèmes, le format un peu que ça va prendre, pardon. Puis après ça, ben ils vont nous guider un petit peu là, dans les questions. Donc, s'il y a des questions qui sont redondantes ou s'il y en a qu'on peut mettre ensemble et tout ça. Puis à la suite de ça, ben évidemment, on pose des questions parce qu'on pense qu'on va avoir certaines réponses. Mais évidemment, les invités sont libres de dire ce qu'ils veulent. Tout à fait. Donc souvent, on a des très très belles surprises dans les réponses des gens. Souvent, nos questions sont guidées plus par l'information, ce qu'on veut savoir, mais souvent on va plus vers le cœur. Donc des questions qui sont plus personnelles, qui vont plus être touchantes. Donc il y a beaucoup de beaux témoignages là qu'on a eu à travers les différents épisodes. Comment Guylaine Gay est arrivée dans le projet? En fait, c'est dès la saison 1, Guylaine, j'avais appris qu'elle déménageait dans le coin, donc j'avais eu envie de l'approcher pour lui parler du balado parce ça avait déjà commencé à germer dans notre esprit, donc je l'ai contactée, puis rapidement elle a embarqué là dans le projet avec nous pour la saison 1 parce qu'évidemment elle est très impliquée socialement, donc par l'autisme, puis dans la saison 2, ça s'est fait naturellement évidemment là avec son conjoint qui vit avec un diagnostic. C'est ça, elle arrive avec tout son vécu, ça donne énormément de crédibilité à la démarche et en dépit là, de toutes les autres qualités qu'on peut trouver à ce balado-là, le ton qu'elle emploie est parfait. Je ne pourrais pas le définir autrement. Il n'y a jamais de dramatisation, il n'y a jamais de faux enthousiasme. C'est très positif pour un projet comme celui-là. Exactement. Guylaine, c'est une personne qui est très, très humaine. C'est une femme qui est très authentique, qui a une très, très belle sensibilité puis une belle délicatesse aussi dans la façon dont elle s'adresse aux gens. Elle a cette facilité-là à entrer en contact aussi avec les gens puis à aller chercher des réponses sincères, à créer des connexions. C'est une personne qui est très vraie. Fait que ça a été vraiment un charme de travailler avec elle la saison 1 et 2. S'il y avait une saison 3, c'est sûr qu'on aurait un intérêt aussi à travailler avec elle. Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric? Mais oui, ça fait une grande différence avec nos personnes, là, d'avoir quelqu'un qui est authentique, qu'on ressent le non-jugement. Guylaine, aussitôt qu'on arrive, la première fois que je l'ai vue, elle m'a fait un câlin. C'est une personne qui est super accessible. Puis juste pour nous de venir ici, c'est un dépassement. Mais imaginez pour des personnes qui vivent avec un trouble d'anxiété généralisé, mais c'est sûr que ça prend une équipe qui est chaleureuse, qui prend le temps de les mettre à l'aise parce que sinon, est-ce que ça a changé des choses dans le projet, sa seule présence? Est-ce que ça a permis à ce projet-là d'évoluer d'une façon différente? Moi, je suis certaine que oui. Ouais. Honnêtement, parce qu'on le voit quand les gens arrivent, ils sont nerveux, ils ont peur. Et Guylaine, elle les prend comme si on s'en vient souper à la maison. Mm-hmm. C'est très accessible. Et là, les gens ont confiance. Et ça, ben, on le sait, ça permet de s'ouvrir. Si je me sens pas en confiance, c'est sûr que je vais être dans la retenue. Ouais. Donc, on a été agréablement surprise de voir les témoignages sincères qu'on a eus, du cheminement des personnes qui vivent avec un enjeu. Ben, justement, parlons-en de ça. Comment est-ce que vous mesurez le succès de la première saison? En chiffres, évidemment, mais j'aimerais vous entendre aussi sur les témoignages des gens là, qui ont participé à ça. Bien évidemment, il y a le nombre de téléchargements. On est rendu à plus de 21 000 téléchargements pour la saison 1. Mais il y a aussi tous les commentaires qui nous sont envoyés à nous, que ce soit des intervenants, des parents. Par exemple, on a des mamans qui nous ont dit « ça a permis à mon fils d'accepter son diagnostic ». On a eu aussi parce qu'évidemment, Guylaine est beaucoup contactée sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, elle a eu beaucoup de commentaires de la part des parents là, pour la saison 1. Beaucoup de questions qui ont été posées aussi en lien avec les différents services. Donc, oui, ça se mesure en chiffres, mais je vous dirais que le succès, nous, on le mesure plutôt en termes qualitatifs. Là. Oui. Est-ce que vous avez déjà une 3e saison en tête avec un thème déjà arrêté? Pas encore, parce qu'évidemment, nous, on est financé par Service Québec, en grande partie. Cette année, la saison 2, on a eu des dons là, de différentes organisations, de différents dignitaires. Là, par exemple, on a eu un financement de la part de la Ville de Saint-Jérôme, mais aussi de la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, mais aussi Yuri Chassin, Louis Chabot de Thérèse de Blainville. Donc, on a beaucoup de gens qui sont impliqués parce qu'ils voient l'importance du projet. Mais évidemment, c'est des projets qui sont quand même importants, qui prennent beaucoup de temps aussi. Donc, on n'a pas encore
On n'a pas encore d'idée pour la saison 3, mais je parce sens que là, que on est encore dans la saison 2. Je sens que si l'argent arrive, des idées, vous allez en trouver. Ah, ça, c'est clair. Bon, je rappelle que les épisodes sont déjà en ligne depuis ce matin et vous allez en déposer jusqu'au 8 avril, c'est ça? Exactement. Donc, on va en déposer 2 par semaine jusqu'au 8 avril. 2 par semaine. Alors voilà, Nadia Joly, Frédéric Ouallet, merci beaucoup d'être venus nous parler de ce très beau projet. Merci de nous avoir reçus. La ville de Mirabel a rendu visite au Centre de femmes Libérel pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Le conseil municipal a offert à l'organisme une cape ornée de messages d'encouragement rédigés par ses membres en guise de soutien et de reconnaissance de son engagement auprès des femmes de la communauté. Cette initiative prévoyait également la remise d'un chèque de la part de la ville. Diane Dubeau, professeure et chercheure au département de psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais, a collaboré au documentaire « Elle m'a quitté » qui porte sur les défis rencontrés par les hommes en cas de séparation. Madame Dubeau a été choisie pour son expertise liée à la paternité. Ce documentaire a été créé par la journaliste Karina Marceau et l'artiste et intervenant Stéphane Crête. L'œuvre est désormais disponible sur l'application tout.tv. On va parler sécurité publique avec le préventionniste enquêteur Éric Huard. Bonsoir Éric. Bonsoir. Au programme aujourd'hui, on a 2 sujets qui peuvent fonctionner de façon indépendante, mais qui sont interreliés. Le programme SACLIC, qui n'a pas nécessairement rempli ses promesses. Et la deuxième chose, c'est le Centre de renseignement policier du Québec. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est que ces 2 piliers qui sont extrêmement importants dans le travail policier, surtout du côté du CRPQ. Beaucoup de gens se rendent compte, par exemple, qu'un policier là, dans son véhicule peut être muni d'un ordinateur, d'un terminal qui peut faire des vérifications, on va prendre le permis de conduire. Et bien, dans le fond, c'est ça que je veux parler. Le Centre de renseignement policier du Québec, c'est le CRPQ. On a déjà entendu parler de ça dans le District 31, exemple. C'est des demandes qui nous permettent de faire des vérifications sur le profil d'une personne avec sa date de naissance, son permis de conduire, sa plaque d'immatriculation. Et c'est directement lié au service de la SAAQ, SACLIC, qui a fait des changements récemment. Là, on en a entendu parler, qui a fait énormément les manchettes. Donc, c'est 2 services qui travaillent main dans la main. Et, exemple, peu importe la situation, si je vous intercepte, si je veux faire des vérifications, vous allez être vérifié au CRPQ. Donc, c'est très important d'en parler. Ça va nous donner, en plus de ça, avec le Centre d'information de la police canadienne, avez-vous déjà été arrêté? Avez-vous déjà été intercepté? Êtes-vous impliqué dans un dossier criminel? C'est à ça que ça sert le CRPQ. Puis ça devient un peu un outil d'aiguillage pour l'intervention. Imaginons, là, je vous prends au volant d'un véhicule, puis ça me dit que vous avez déjà volé un véhicule. Je vais procéder à des vérifications supplémentaires dans mon enquête et ça me donne un paquet d'informations. Votre adresse, est-ce que il y a des choses à savoir? Y a-t-il des notices sur votre permis de conduire? Donc, c'est important d'en parler. Beaucoup de gens, lorsqu'il vient le temps de les intercepter puis de leur donner un constat d'infraction, les gens vont essayer de nous dire, par exemple, « Hey, tu dois le voir dans ton ordinateur combien j'ai de points d'inaptitude pour essayer de négocier. » Non, on n'a pas cette information-là, bien qu'on soit relié à la SAAQ. Donc, les ratés de SACLIC, c'est le genre de problème que ça génère, là. Exactement. D'où l'importance du lien entre les 2. C'est ça. Faut comprendre là, que SACLIC, l'enjeu principal qui est arrivé, c'est la notion d'avoir accès aux informations rapidement. Si j'ai un ordinateur dans mon véhicule, ça veut dire que les demandes sont faites à distance via réseau. Donc, les serveurs de la SAAQ sont mis à contribution. Bon, imaginez que les policiers, quand ils venaient le temps d'intercepter des véhicules, il y avait un délai supplémentaire. On n'avait pas toujours les informations rapidement. La mise à jour ne se faisait pas toujours. Donc, ça a causé un impact sur le travail policier. Puis c'était une préoccupation. Fait que nous, de voir que les parlementaires, en ce moment, font des démarches pour améliorer le service, pour parler de la controverse entourant tout ça pour la qualité du service, nous, les policiers, c'est important pour nous. C'est notre outil principal. Donc, de voir qu'il y avait des ratés au niveau de la qualité du service, c'était une préoccupation. Ça jouait sur le travail des enquêtes, sur la sécurité des policiers, notamment ceux qui travaillent sur le terrain, qui interceptent des véhicules. Fait qu'il fallait en parler. OK. Mais là, vous en parlez à l'imparfait. Est-ce que je dois comprendre que le problème est réglé ou s'il est en voie de l'être? Exact. Il est en voie de l'être. Il y a eu des améliorations, mais c'est de dire que ça, la voie des policiers, le milieu de travail n'avait pas été évoqué, que on n'a pas tendance à critiquer ou à remettre en cause le travail, mais de voir qu'il va y avoir peut-être une commission d'enquête, il va y avoir peut-être des démarches qui vont être faites pour savoir
savoir ce qui s'est passé, ben ça ne peut que faire en sorte que le travail de la SAC va s'améliorer, puis que l'arrimage avec le service du CRPQ, donc du travail policier, va aller en s'améliorant. Fait que, c'est quelque chose qu'on devait nommer au niveau du travail policier, puis nous rappeler que toutes les personnes qui circulent sur la route, selon l'article 636, on peut procéder à des vérifications de qui conduit le véhicule, de l'état du véhicule, est-ce que le véhicule a le droit de circuler. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et quels sont les enjeux de sécurité, là? Donnez-nous un exemple. Je vous donne un exemple. J'intercepte un véhicule, je procède à une vérification le soir, là, je serai tout seul. J'intercepte un conducteur accompagné d'un véhicule. Le véhicule est au nom, exemple, d'une dame âgée. Puis je vois à l'intérieur du véhicule 2 jeunes hommes qui sont en train de le conduire. Bien, je vais vouloir procéder à des vérifications supplémentaires. Mais imaginez que la SAC n'est pas en mesure, à distance, de m'envoyer les données. Que je peux pas vérifier le permis de conduire du chauffeur. Que je suis pas en mesure, dans un délai raisonnable, de vérifier la plaque d'immatriculation du véhicule. Bien ça pose problème dans notre travail, chose qu'on pouvait faire facilement avant les modifications et l'arrivée de SACLIC. Oui. Donc, ça, c'était un enjeu de sécurité pour nous dans les délais. Imaginez là, que moi, je vous intercepte, vous voulez quitter. Bien, moi, ce que je vous réponds, c'est que je suis pas capable de vérifier si votre véhicule a le droit de circuler, si vos droits d'immatriculation sont payés. Parce que le système est trop défaillant, il y a un ralentissement qui s'est fait. Nous, ce qu'on disait, c'était que c'est quelque chose qui n'a pas été nommé dans les démarches de vérification du travail de la vérificatrice générale. Donc, je trouvais que c'était pertinent d'en parler puis d'expliquer aussi qu'est-ce qu'on voit dans notre système. Moi, je connais votre adresse, je vois votre grandeur, je vois la couleur de vos yeux. Ça me permet aussi de vérifier la personne qui est devant moi, qui s'identifie, est-ce que c'est vraiment elle? Je peux voir dans quel type de dossier vous avez été impliqué. Seule chose qu'on voit pas, comme j'ai nommé, c'est les points d'inaptitude. Okay. Mais sinon, c'est quelque chose qui est important. Avant SACLIC, vous n'aviez accès à aucun de ces renseignements-là? J'avais accès à tous ces renseignements-là, mais beaucoup plus rapide puis de façon fiable. D'accord. Là, le système, les serveurs étaient régulièrement dépassés puis atteignaient leur pleine capacité. Donc, on pouvait être pendant un certain délai pas avoir accès à ces informations. Okay. En tout cas, je sais que vous nous en aviez parlé avec beaucoup d'enthousiasme quand ça a été lancé. Je vous souhaite que ce soit réparé le plus rapidement possible. Éric Huard, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, tout le monde, à peu près tout le monde sait que le 17 mars, c'est la fête, c'est la Saint-Patrick, la fête des Irlandais, mais c'est tout le mois de mars qui est dédié au patrimoine irlandais ici au Canada, et il se trouve que que les Basses-Laurentides, c'est un endroit très important pour l'histoire irlandaise au Québec et au Canada. Vous avez plus de détails à nous donner là-dessus. Oui, Claude. Alors, on retrace l'histoire des premiers colons irlandais dans les années 1600 au Québec, mais c'est vraiment au 19e siècle qu'on retrouve des preuves tangibles de leur présence dans les Basses-Laurentides. Le premier document que l'on retrouve à ce sujet, c'est un acte de baptême de la petite Marie Purcell en 1820 à Saint-Benoît. Il y a plusieurs autres traces que l'on retrouve dans les environs, des actes de naissance et de décès dans les communautés avoisinantes, dont Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie, par exemple. Les raisons qui ont poussé les immigrants irlandais à s'installer ici sont multiples. Ce n'est pas juste à cause de la grande famine qui a débuté au milieu des années 1800 en Irlande. On peut écouter à ce sujet Kelly O'Rourke, qui est présidente du Réseau canadien pour la préservation de la migration irlandaise. The forces that pushed them from Ireland included the 1798 Irish Rebellion in Ireland, the Napoleonic Wars, a series of famines actually that predated the Great Hunger of 1847. So they were seeking refuge and opportunities. Et ce que vous nous apprenez aujourd'hui, c'est que Saint-Colomban représente un lieu très marquant pour l'histoire irlandaise au Canada. Oui, Claude, parce que c'est un village qui a été fondé par les Irlandais en 1836. Saint-Colomban, qui est le saint patron des Irlandais. Ce sont les immigrants irlandais, justement, qui ont construit l'église de Saint-Colomban peu après, qui est devenue la paroisse principale de la descendance irlandaise dans la région. Et il y a justement des personnages importants d'origine irlandaise qui sont passés par Saint-Colomban. Oui, la famille Phelan, par exemple, une famille de hauts placés religieux, de médecins aussi, qui ont beaucoup travaillé à ce que des familles irlandaises viennent s'installer dans les Basses-Laurentides. On trouve toujours à Saint-Colomban la rue Phelan, le parc Phelan et la maison Phelan aussi. Donc, ce fut une famille très importante pour la région. Emmett Hall, le célèbre juge à la Cour suprême,
est né à Saint-Colomban de parents d'origine irlandaise. C'est en partie à lui que l'on doit le système d'assurance maladie au Canada. L'architecte Thomas Collins, qui est derrière les escaliers en colimaçon typique de Montréal, est aussi originaire de Saint-Colomban. Son père, né à Cork, en Irlande, était aussi connu à l'époque pour avoir été le Canadien ayant vécu le plus longtemps parce qu'il est décédé à l'âge de 111 ans. Thomas Collins a fait don en 1936 de la grande croix que l'on retrouve dans le cimetière de Saint-Colomban pour souligner le centenaire de la ville. Cimetière qui, justement, est un lieu d'histoire important pour l'histoire irlandaise au pays. On écoute à ce sujet Madame O'Rourke. The grave in the cemetery of St. Columban, we have veterans of the Napoleonic Wars. We have veterans of the American Civil War, veterans of World War I, veterans of World War II. So the cemetery is a microcosm of a bigger Irish community. So it's a really, really important place in Quebec. Justement, le Réseau canadien pour la préservation de la migration irlandaise a monté un projet de sauvegarde des anciennes pierres tombales du cimetière qui tombaient en ruine. Et cet été, il y a un monument commémoratif qui sera inauguré à la mémoire justement des victimes de la Grande Famine. Oui, c'est un monument qui sera composé de souliers en bronze qui sera inauguré devant l'hôtel de ville de Saint-Colomban. C'est le symbole de commémoration des victimes et des survivants de la Grande Famine et ça souligne aussi le soutien de la communauté canadienne-française aux réfugiés de la famine à cette époque. On retrouve d'autres monuments semblables à d'autres endroits au Canada et en Grande-Bretagne parce que Saint-Colomban fait maintenant partie de la Global Irish Famine Way, un circuit historique mondial qui retrace le parcours des survivants de la famine de l'Irlande jusqu'ici. Madame O'Rourke nous donne plus de détails à ce sujet. There will be a statue at Grosse Hill. There will be one in Montreal where the Black Rock is. So this trail and all other parts across Canada. So it is a very, very significant thing for St. Columban because it puts them on the international map as one of the important historic markers for Ireland. L'inauguration se fera le 19 juillet prochain à Saint-Colomban à l'occasion de la journée de l'héritage des Irlandais. Ce sera une grande fête ouverte à tous. Merci Clara, on se revoit demain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. La tablée politique suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.